Nico Schmir. Gamero sorti à la pause, penses-tu que Vieira a eu faux? Il paraissait en meilleure forme juste avant la mi-temps. Gamero pas content, Gamero ne reste pas, pourtant élément d'expérience à Strasbourg. Très franchement, la prestation de Gamero à Lille, elle est quand même loin d'être inoubliable. Faut pas oublier que Kevin a 36 ans, qui joue quand même beaucoup plus que c'était prévu en début de saison, et que voilà, non, honnêtement, j'ai pas été choqué, d'autant plus que Lille était fatigué, qu'il fallait peut-être leur imposer un duel physique que Emega, mais malheureusement Emega il a touché 2 ballons, qu'Emega était plus en mesure de leur proposer. On l'a vu d'ailleurs, il y a une grosse occasion, même si de toute façon il est hors jeu. Que Gamero ne reste pas, je pense qu'il a envie de tenter une dernière aventure à l'étranger. Et puis bon, élément d'expérience, oui, bon, ça va. Je veux dire, on s'aperçoit quand même au fil des matchs et que Strasbourg a 36 points, ils sont confortablement installés dans leur maintien, et que c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu craindre à un moment de la saison, et qu'il y a énormément des jeunes alignés depuis le début de la saison qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des joueurs titulaires dans cette équipe. Donc faut arrêter avec l'expérience. Giovanni Aubry me dit: le PSG qui écrase Lyon avec une équipe au début de saison où tu n'étais pas souvent d'accord avec Enrique, admets-tu t'être trompé? Ce n'est pas une critique, hein. Si ça t'amuse de dire que je me suis trompé, on peut dire que je me suis trompé. Je pense aussi qu'il y a des circonstances. Je pense qu'il y a des moments de la saison où cette rotation perpétuelle a pu handicaper le PSG. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a des matchs où le PSG a quand même fait des sorties extrêmement moyennes, pour pas dire médiocres, parce que il y avait des joueurs qui étaient pas à leur place, parce que il y avait trop d'absents, trop de rotations. Là, on est rentré dans une autre ère. D'abord parce que le PSG s'est qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions, que là, encore une fois, avec l'aménagement du calendrier, il y a 3 matchs en 8 jours, avant les échéances contre Dortmund. Donc là, la rotation, elle est tout à fait logique. Après, on ne peut pas occulter que dans ce match contre Lyon, PSG menait 2-0 au bout de 6 minutes de jeu avec le CSC de Matic, et le but assez incroyable de Beraldo qui est seul à 2 mètres du but pour reprendre le ballon. Donc évidemment, quand tu mènes 2-0 au bout de 6 minutes, ça bouleverse toutes les considérations tactiques, la mise en place extrêmement ambitieuse qu'avait pu faire Pierre Sage. Donc voilà. Après, oui, je reconnais déjà que Enrique a mis l'équipe type du PSG contre Barcelone, et que comme par miracle, ça a super bien marché, et je reconnais aussi qu'il avait tout à fait raison d'aligner l'équipe qu'il a alignée contre Lyon, et qu'en plus le résultat lui donne raison. Et un entraîneur, ça se juge quand même d'abord au résultat. Thibaut Grenier me dit: les mauvais résultats de Reims coïncident avec les rumeurs des médias sur Will Steele en discussion avec des clubs anglais. Penses-tu qu'il a lâché la rampe en sachant qu'il ne resterait pas à Reims, où les mauvais résultats sont uniquement dus aux blessures? Si j'en juge par le match de Reims à Strasbourg, il y avait quand même énormément d'absents. Ça, c'est le premier point. Après, moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la com de Will Steele, c'est que rien n'est jamais de sa faute. Il n'y a jamais le début d'un commencement d'une remise en cause chez lui. Et je trouve ça un petit peu étonnant. Je pense qu'il a quand même un peu le chou, ce garçon, et que un minimum d'humilité lui ferait pas de mal, et l'aiderait peut-être à progresser dans son travail. Après,
quand je vois les joueurs du stade de Reims et que je vois les équipes devant eux, je me dis qu'il n'y a pas d'insulte et que imaginer Reims en position européenne me paraît un peu un leurre. Thibaut Grenier me dit: le tableau semble plus ouvert pour Roland Garros cette année avec un Nadal en perdition et un Djokovic potentiellement en déclin. Qui vois-tu s'imposer cette année? Ne serait-ce pas l'heure de Casper Ruud? Alors, j'espère pas, parce que si vous me suivez, vous savez que je déteste Casper Ruud. C'est un joueur qui m'ennuie profondément. C'est ce que j'appelle moi un pouce-feutrine. Bon, il a un bon petit coup droit, mais bon, ça respire pas le génie, ni même l'enthousiasme. J'ai l'impression de voir un mec au boulot et ça me saoule, quoi. Comme dirait le mec qui m'imite, ça me gonfle. Nathan R.J.Sup me dit: combien de temps va-t-on encore encenser Francaise alors que sa recrue à 35 millions pédale dans la smoule, ses rotations n'ont aucun sens et qu'il fait le cacou un but de sa personne à chaque conf de presse? Il est loin, très loin de Liverpool. Bah là, ça a au moins le mérite d'être clair, tu n'aimes pas Francaise. Bon, je serai pas aussi sévère que toi. D'abord parce que on juge Francaise à l'aune de la saison dernière où Lens avait terminé à 1 point du PSG, avait fait une saison absolument exceptionnelle. N'oublions jamais que le Racing a perdu et Fofana et Openda, et quand on voit le niveau, disons, de Fofana à la CAN et le niveau d'Openda avec Leipzig, on voit que ce sont de lourdes pertes. Après, là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est que je trouve Francaise englué dans une tactique qui visiblement ne marche plus. Tu peux pas surtout jouer à Bollaert avec Wai ou Saïd seul en pointe et Pereira da Costa et Sotoka qui est quand même pas vraiment un attaquant. C'est trop défensif. L'équipe manque de personnalité au milieu de terrain et puis défensivement, à force que ça repose tout le temps sur toi, ça commence effectivement à peser sur le truc. Je pense que en plus, on le sait, dans les coulisses, c'est pas extraordinaire non plus ce qui se passe. Je pense que c'est un club qui a besoin de se renouveler là, à l'intersaison, peut-être de laisser partir certains joueurs et d'en recruter de nouveaux. Abraham Ayim me dit: j'aimerais savoir comment tu vis les insultes et menaces que tu reçois sur Twitter. Est-ce que cela t'affecte? Par exemple, tu t'es pris un torrent d'insultes de la part des supporters à vrai. Que leur réponds-tu? Bon, déjà, je leur réponds pas, je les bloque. Il faut admettre de toute façon que tu parles dans la majorité des cas à des supporters, et quand tu dis supporters, tu parles majoritairement à des mecs qui n'ont aucun recul sur leur équipe. Les Brestois hurlent systématiquement maintenant contre l'arbitrage à tous les matchs. Tu peux pas dire que les Havrais ont une équipe en bois, alors que je suis désolé, d'abord ça fait des semaines que je le dis. Et puis les résultats, tu joues à domicile contre Metz, Nantes, Montpellier, tu marques pas un but, tu fais même pas jouer tes attaquants, tu commences contre Nantes avec André Ayou seul en pointe. Je veux dire, c'est suicidaire. Après, que ça plaise pas quand tu dis à des supporters qu'ils ont une équipe en bois, que je te dise oui, je peux le comprendre. Après, les insultes, si ça les amuse, moi tu sais, j'ai un bouton qui fonctionne d'ailleurs comme jamais, c'est le bouton bloqué, parce que non seulement je bloque les mecs qui m'insultent, mais je bloque aussi tout ce qui se dit politiquement ces derniers temps et qui ne me convient pas du tout. Nicolas Grangeau me dit: je supporte l'OM, cependant j'ai toujours supporté les équipes françaises en Coupe d'Europe, y compris Paris. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Ton avis? Moi je suis comme toi. Moi je pense toujours à l'intérêt supérieur du football français, et j'ai toujours plus envie d'avoir... En plus, j'ai toujours des copains dans une équipe. À Marseille, c'est Harit, c'est Aubameyang, qui sont des bons potes. Voilà, donc j'y vois toujours un intérêt.
Et puis moi, ce qui compte pour moi, c'est l'indice UEFA pour la France, quoi. Donc, voilà, s'il faut être un vrai supporter pour haïr le club d'en face, grand bien leur face. Alexandre Nadalojo me dit, on donnait l'Atlético assez nettement favori face à Dortmund en quart de finale. Finalement, le Borussia s'est qualifié. Tu étais surpris par cette qualification de Dortmund, qui est une équipe illisible cette saison. On a du mal à comprendre les plans de jeu de son entraîneur Terzic. Oui, j'ai été surpris parce que je pensais que la solidité légendaire de l'Atlético ferait le boulot. Ils ont été pris par la tourmente du Signal Iduna Park et quelque part c'est rassurant parce que c'est quand même une prime au jeu offensif. Donc à ce niveau-là, bravo à Dortmund qui a une équipe, c'est vrai, sans grande star, mais une équipe assez complète. Et je pense que ce sera une demi-finale spectaculaire contre le PSG. Thomas Michel me dit, toi qui de base n'es pas un fan du 3-5-2, que penses-tu de celui de Leverkusen, qui est redoutable cette saison, surtout grâce à ses pistons Grimaldo et Frimpong, qui sont en état de grâce? Je suis pas fan du 3-5-2, mais je suis encore moins fan des tactiques au chausse-pied, c'est-à-dire des mecs qui déboulent dans un club et qui ne tiennent absolument pas compte de leur effectif et qui décident de jouer en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2. Là, il est évident effectivement que la présence et la personnalité de Grimaldo et Frimpong font que le 3-5-2 est évidemment la tactique idéale pour cette équipe de Leverkusen. Donc encore une fois, si par exemple tu me parles de l'équipe de France, non, j'ai pas envie de voir l'équipe de France jouer en 3-5-2, mais parfois, quand tu dois composer avec un effectif, c'est peut-être ça peut être la meilleure solution. Anthony Blanchard me dit, je suis inquiet pour les Girondins de Bordeaux, tu crois qu'on les verra en Ligue 2 l'année prochaine? Moi aussi, je suis inquiet. Je dois reconnaître que je regarde pas beaucoup de matchs de leur part parce que j'ai déjà bien trop à faire avec la Ligue 1. Mais les résultats sont catastrophiques. L'ambiance autour du club est catastrophique. Les finances sont catastrophiques. Il n'y a rien qui va. Et à un moment donné, je pense que Gérard Lopez doit chercher par tous les moyens un investisseur ou un repreneur, mais que voilà, c'est parce que là, il y a le club, il y a ce qu'il veut du club, il y a ce qu'il a mis dans le club, et il y a le déficit du club, et ça fait effectivement beaucoup d'argent pour une équipe qui est en plus totalement à rebâtir. Gérard Alric me dit, comment tu choisis les questions, et tu peux nous en dire plus sur ton organisation de tout ce que tu prépares quand tu prends la parole sur ta chaîne? Là, j'avais 160 questions cette semaine. Alors, il y a forcément des questions redondantes. Il y a plusieurs questions sur Wai, beaucoup de questions sur Enrique, des questions sur Moumbagna. Donc, en général, j'en choisis une. Voilà. Sinon, pour l'organisation, comme vous pouvez voir, là, j'ai mon ordinateur avec les questions qui défilent et j'ai pas de notes et je réponds, voilà, avec mon cœur. Et c'est pareil lorsque je fais le débrief des matchs. Alors en ce moment, comme on arrive en fin de championnat, j'ai le classement pour bien mettre les choses en perspective, mais sinon c'est vrai que c'est énormément à l'impro. Antonio Mendoza me dit, bonjour Pierre, avez-vous un restaurant à nous conseiller dans les 3 plus grandes villes françaises, Paris, Marseille et Lyon? Oui, d'accord, mais je veux bien vous recommander des restos, mais avec quelle bourse? Parce que si vous me demandez des restos, je vais vous recommander mon restaurant préféré qui est le Pré-Catlan, mais bon, c'est un 3 étoiles, c'est pas comment dirais-je, c'est pas ouvert à toutes les bourses. Sinon, il y a un restaurant que j'aime énormément à Paris, c'est le restaurant italien du Georges V, qui est un restaurant 1 étoile,
de Zanoni, et qui s'appelle le Georges, il me semble, qui est vraiment un restaurant super. Marseille, ça fait très longtemps que j'y ai été, je connais pas bien. À Lyon, l'Institut Bocuse de mon copain Cyril Boivier, ça c'est vraiment top. Antonio Mendoza encore, pensez-vous que Patrick Vieira a vraiment la capacité de faire passer ce cap au Racing? Je vois pas ce qui peut te permettre de penser le contraire. Je pense qu'il a su faire face aux mauvaises périodes du Racing, c'est-à-dire en début de saison et au milieu de la saison, il avait quand même un challenge difficile avec énormément de jeunes joueurs qui ne connaissaient rien de la Ligue 1 à intégrer, avec les départs aux dernières journées des mercatos de joueurs aussi importants que Bellegarde et Sels. Pas oublier non plus que Djikou, Diallo et Sanson sont partis aussi. Donc je trouve qu'il a fait un super boulot. Je sais, et là pour le coup je le sais, que les joueurs sont totalement en phase avec lui, et je pense effectivement qu'il est totalement l'homme de situation. Johnny Domar me dit, alors que Nantes est mal en point dans le championnat, le club ne pourrait-il pas puiser chez les jeunes qui ont atteint brillamment la demi-finale de la Youth League? Ça, c'est un piège à éviter. Être fort en Youth League, ça veut absolument pas dire que tu as le niveau physique, d'endurance, et voire même technique pour jouer en Ligue 1. Il y a un monde d'écart entre la Youth League et la Ligue 1. Regardez les équipes qui ont bien fonctionné dans cette Youth League, et les joueurs qui ont vraiment percé derrière. Alors évidemment, quand c'est Lamine Yamal qui sont des phénomènes, ou Zahir Emery, mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait... en même temps, je parle de quelque chose que je ne connais pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait des phénomènes dans ces équipes de Nantes qui soient aptes déjà à jouer pour la Ligue 1. En plus, avec Comboiré qui privilégie d'ordinaire plus l'expérience. Et c'est vrai que dans la situation du FC Nantes, de l'expérience, il en faut. Voilà, mes petits amis, on se retrouve mercredi pour les 3 matchs importants en retard du championnat, et on se retrouve samedi pour le championnat, avec entre-temps mes pronos légendaires qui ont été assez légendaires d'ailleurs lors de la dernière journée. Le pouce, on s'abonne, je vous embrasse, passez une bonne journée.